Alors je vais revenir sur ce qui a déjà été évoqué beaucoup hier, c'est-à-dire l'idée qu'on a assisté au cours de la dernière décennie à la promotion des valeurs de l'art, dans tous les sens du terme, au service du règlement de l'actuelle crise du capitalisme. Qu'il s'agisse d'y trouver dans ces valeurs de l'art la source d'une reprise de la croissance économique ou bien l'inspiration pour le dépassement du système capitaliste, l'art et la culture ont très manifestement émergé dans le débat économique, comme si la marginalité artistique revenait sur le devant de la scène économique à la faveur de la crise. Or, dans le même temps, sur les scènes nationales et européennes, les scènes nationales et européennes de théâtre en particulier, ont mis la crise sous les feux de la rampe avec des spectacles consacrés à la représentation de cette économie en crise et à la dénonciation de ses conséquences. Ce phénomène artistique, esthétique, s'accompagne alors de commentaires dans la presse sur le retour, sinon de l'art engagé, du moins, puisque c'est le nouveau terme, de l'art concerné. Le théâtre pourrait ainsi quitter son autonomie pour renouer avec une fonction critique anti-marchande dès que, et uniquement lorsque, la gravité du contexte économique l'exigerait. Ainsi se conjuguent donc deux phénomènes actuellement qui articulent, à mon avis, différemment les mêmes hypothèses, les mêmes présupposés. L'existence évidente, d'une part, et postulée d'une exception artistique, d'un monde de l'art qui serait distinct du reste du monde, c'est-à-dire du monde économique, en temps normal, et la fin momentanée, et donc considérée comme d'autant plus historique quand elle survient, de cette exception, de cette autonomie, comme le signe d'une situation anormale et d'une situation de crise. Mais quoique reposant sur ces mêmes présupposés, évidemment, ces deux phénomènes se rencontrent de façon contradictoire dans la crise actuelle. En effet, l'activation de la fonction critique supposée anti-marchande donc du théâtre a lieu précisément dans un contexte de transformation de l'économie où les arts vivants sont vus comme devenant la norme de la production économique, les problématiques de l'économie immatérielle. Par exemple, Pierre-Michel Menger, qui est sociologue des arts vivants, formule, parmi d'autres, mais cette situation dans laquelle il voit une ironie de l'histoire. Voici ce qu'il dit, c'est l'extrait numéro 1. L'ironie veut que les arts, qui depuis 2 siècles ont cultivé une opposition farouche, mais ambiguë quand même, à l'égard de la toute-puissance du marché, apparaissent comme des précurseurs, tant ils ont adopté et développé à peu près toutes les formes d'emploi flexibles et toutes les formes de gestion du risque d'emploi. On avait déjà soulevé, là je ne fais un peu que répéter ce qui avait été dit hier. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que Menger, là, dans cette formulation, formule justement l'idée que d'une part, que les arts ont fondé la légitimité de leur autonomie au cours des 19e et 20e siècles sur la posture d'une opposition à la logique de marché, alors même qu'ils s'engageaient dans un processus d'intégration au système marchand de l'organisation des activités sociales, d'une façon particulièrement brutale et aboutie aujourd'hui. Et l'on observerait aujourd'hui un renversement de la relation entre ces deux mondes qui se sont constitués comme distincts et qui, après avoir œuvré à leur opposition, à leur autonomie radicale sur une opposition, trouveraient paradoxalement aujourd'hui chez l'un et chez l'autre le moyen de leur survie. On voit dans cette formulation de Pierre-Michel Menger comment le récit actuel de la nouveauté et de la contemporanéité radicalement nouvelle de la crise s'appuie précisément sur le récit 19e-20e siècle de l'autonomie de l'art, récit qui est naturalisé à son tour par le redoublement du récit actuel. Or, derrière, ça c'était la première remarque, mais derrière la notion d'économie et de marché, en fait, dans ces analyses, on voit qu'il s'agit surtout d'une réflexion sur le travail artistique. Ça rejoint un peu ce qui a été dit. La question du travail ou de l'activité de l'artiste dans la société y apparaît divisée en 2 pôles. D'une part, l'étude de la situation de l'artiste comme travailleur dans la société, et d'autre part, l'étude de l'intervention de l'artiste comme artiste dans la société via, en gros, des œuvres, ce qu'on appelle couramment des œuvres, qui promeuvent donc de temps en temps des valeurs anti-marchandes. Ces 2 pôles du travail, s'ils sont distincts, on comprend bien, c'est dans la situation, les conditions sociales de l'exercice du travail de l'artiste, et de l'autre, l'intervention de l'artiste par son travail d'artiste, ont en commun toutefois de traiter l'artiste comme une exception. Exception passée d'une situation économique qui tendrait aujourd'hui à être intégrée à la règle, voire à devenir la norme, ou alors exception au présent d'un travail artistique qui, parce qu'il est exceptionnel, peut observer et s'opposer à la règle marchande généralisée. Ce sont donc ces 2 surgissements de l'exception artiste dans le temps de la crise qui m'intéressent, en ce qu'ils se produisent simultanément.
dans le temps de la crise, je me répète. Le surgissement, donc, d'un côté de la figure de l'artiste travailleur, et de l'autre, celui de l'artiste brusquement concerné par un monde qui ne serait d'ordinaire pas le sien, le monde du travail. Dans l'expression, finalement, travail artistique, qui revêt un certain nombre d'ambiguïtés, eh bien, l'adjectif artistique qualifie tantôt la façon de faire, tantôt la chose faite. Or, ce qui, de toute façon, stimule en général mon travail, c'est de ne pas oublier que dans le théâtre et les arts vivants, qui sont des arts de la performance, il est absolument impossible de distinguer l'acte de faire et la chose faite. La représentation, l'exécution se confondent par définition avec l'œuvre. Ce qui fait que la notion de travail artistique, appliquée au théâtre, est porteuse de nombreuses ambiguïtés qui permettent à ses utilisateurs de jouer sur des effets d'occultation et de révélation qu'il est important d'étudier avec précision. Donc c'est à l'aune, c'est une introduction un peu à plusieurs films, et c'est à l'aune de ces différentes réflexions que j'aimerais aborder la lecture, dans un premier temps, d'un corpus court, je vous rassure, de textes qui relèvent de l'analyse de l'économie politique, et dans un deuxième temps, d'une analyse des spectacles qui analysent cette question de la crise. Donc d'abord, les ambiguïtés de la figure de l'artiste travailleur dans les analyses de l'économie politique. Le travail artistique, donc, je vous l'ai dit, est présenté dans de nombreuses analyses de l'économie contemporaine comme le terreau ou comme le laboratoire de la société de demain, ce qui a pour conséquence de le définir à la fois comme exceptionnel, à l'heure actuelle et dans le passé, et capable de s'ériger en norme pour l'avenir. Une espèce de réflexion sur l'exception paradoxale, en fait. Le surgissement de l'art comme source d'un renouveau pour l'économie s'exprime d'ailleurs dans des textes qui ont des attitudes politiques au sens plus large possible, sinon opposées, du moins extrêmement distinctes. En effet, qu'il s'agisse d'attirer l'attention du pouvoir en place sur ce qui seraient les prémices de l'économie de demain, selon l'expression convenue, et qui est sous-titre justement d'un des textes que je voudrais étudier, qui est le rapport Lévy-Jouillet, qui est un rapport sur l'économie de l'immatériel qui avait été apporté à notre ancien ministre de l'économie et des finances, Thierry Breton. Donc là, on a vraiment la démarche d'attirer l'attention du pouvoir sur ce qui serait un phénomène nouveau pour la relance de l'économie, mais on peut retrouver la même chose dans des textes qui proposent une analyse dite objective au sens sociologique du terme, comme par exemple les travaux de Pierre-Michel Menger, ou encore dans des appels beaucoup plus militants, des appels politiques au dépassement d'un système qui serait moribond et mortifère, tel qu'on peut le voir par exemple dans les textes de Bernard Stiegler, où il s'oppose avec enthousiasme et détermination à cette société marchande, et donc il voit dans l'artiste l'exception qui pourra devenir la norme d'un lendemain meilleur. Ces trois textes, ces trois figures, trois attitudes, partagent premièrement l'intérêt pour l'art et la culture, et l'idée que cet intérêt, plutôt la mise en scène de cet intérêt de l'économie pour l'art et la culture comme inédit. On a à chaque fois un discours de la nouveauté. Deuxièmement, ces textes partagent la conviction que ce qui rend l'art et la culture si décisifs dans l'économie de demain, qu'elle soit capitaliste ou post-capitaliste, ce n'est pas l'intervention des artistes comme artistes, ce ne sont pas les œuvres finalement des artistes, mais les caractéristiques dévolues à la façon dont les artistes travailleraient, c'est-à-dire la façon, comme si on pouvait caractériser ce qu'il y a de propre à la façon dont les artistes travaillent. Et enfin, troisièmement, le point commun entre ces textes, eh bien, c'est que justement ces caractéristiques des activités artistiques et culturelles sont précisément celles qui ont légitimé ou qui ont été désignées au cours du XIXe siècle comme proprement artistiques et qui ont justifié leur autonomie par rapport au monde économique. Créativité, absence de recherche de productivité et de rentabilité. Donc voilà, ça c'était une présentation un peu des points communs, vous voyez, des attitudes politiques extrêmement différentes. Je voudrais maintenant rentrer dans la lecture, j'aurai pas le temps de faire les trois textes, mais peut-être du rapport Lévy-Jouillet et de textes de Bernard Stiegler, qui sont les deux pôles en plus politiquement les plus manifestement opposés. Le rapport Lévy-Jouillet considère que les activités culturelles et artistiques, qui sont définies comme créatives et créatrices, sont un des champs de développement de ce qu'il définit par ailleurs comme les actifs immatériels. Or, ces deux rapporteurs ont formulé au préalable, avant d'entrer dans la question culturelle, l'hypothèse d'une transformation radicale de l'économie mondiale à l'heure actuelle, qui aurait pris un tournant historique en faisant de l'immatériel la nouvelle source de la richesse.
C'est l'extrait numéro 2, hein, le monde a changé. Aujourd'hui, la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Au capital matériel a succédé dans les critères essentiels de dynamisme économique le capital immatériel, ou pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance et du savoir. Donc si l'on suit ce raisonnement, la richesse nouvelle, moderne, radicalement postmoderne, serait abstraite, immatérielle, et par opposition à une richesse rhétoriquement désignée comme ancienne, et qui est présentée, elle, comme concrète et matérielle. En cherchant à préciser, à renforcer cette rhétorique de l'opposition entre l'ancien et le présent, l'idée de changement, oui, le texte conclut sur une formule étonnante que vous avez à la fin. Finalement, la vraie richesse d'un pays aujourd'hui, ce sont ses hommes et ses femmes. Donc on arrive à une idée assez paradoxale, si on fait une lecture littéraire appliquée de ce texte, selon laquelle les hommes et les femmes d'un pays sont des choses donc immatérielles, abstraites, et dont la valeur jusqu'à présent était nulle, mais qui, grâce à l'économie de demain, garantit la croissance de demain. On est rassurés. Nous sommes très heureux. Donc, a contrario, et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'effet d'occultation en fait, parce qu'à contrario, du coup, le texte décrit les richesses anciennes, dites concrètes, qui ont fait le succès de l'ancienne économie, en le mettant, donc elle décrit ces richesses anciennes en mettant sur le même plan, je cite, les matières premières, les industries manufacturières et le capital matériel. On a donc une dichotomie entre matériel et immatériel qui conduit à ignorer l'action des hommes et des femmes de talent, savoir et de connaissances dans l'invention de l'industrie manufacturière, dans la transformation d'éléments de la nature en matières premières, ça tombe pas du ciel, et même en capital. Ainsi, il me semble que la notion de travail artistique permet ici, dans ce texte, de produire un double effet, en révélant, entre guillemets, que le travail serait soudainement la source d'une richesse économique radicalement nouvelle, il contribue à occulter, à mon sens, le travail humain dans les causes de la richesse passée. La mise au jour de l'importance du travail dans la création de la richesse économique semble ne pouvoir être exprimée aujourd'hui qu'à la double condition d'en faire, premièrement, une radicale nouveauté et d'en attribuer la valeur à ce qui serait une stricte dimension intellectuelle de ce travail, voire encore plus strictement créative et artistique. L'activité artistique est ainsi sollicitée pour souligner la dimension originale, c'est ça en fait, dans l'adjectif artistique, au sens de rare, de nouveau, de la découverte de la place du travail humain dans l'économie. C'est parce qu'il a été jusque-là, c'est parce qu'il a passé jusque-là pour l'exception que le travail artistique peut devenir l'emblème du surgissement d'une nouvelle valeur travail, radicalement nouvelle donc, et donc éventuellement salvatrice. Alors, j'ai pas le temps de faire l'analyse du texte de Menger, mais on peut trouver également la même idée d'une exception artiste et l'idée que l'étude de la sphère artistique serait comme un laboratoire pour l'économie de demain. En revanche, je voudrais prendre un peu le temps de revenir sur les propos de Bernard Stiegler, qui est donc pourfendeur de la société marchande, et pour qui l'artiste fait également exception. Sa valeur, la valeur de l'artiste, chez Stiegler, ne se situe cependant pas dans la qualité d'être un prémisse de l'avenir, mais au contraire, l'artiste aurait une capacité unique d'intervention qui viendrait de la nature spécifique de son activité. C'est là-dessus qu'on va retrouver des points communs. Il aurait vocation, l'artiste, avec le penseur et le scientifique, à devenir un acteur clé de la construction d'une nouvelle société. Dans un véritable élan néo-saint-simonien, Stiegler appelle à la fondation d'un nouvel âge industriel dont l'avènement serait rendu nécessaire par la décomposition de l'ancien. Une autre organisation de l'économie industrielle est possible, celle que nous appelons l'économie de la contribution, fondée sur les caractéristiques des réseaux et technologies numériques où le couple fonctionnel production-consommation n'est plus pertinent. Ici, le cœur de l'opposition entre ancien et nouveau, on a la même rhétorique du changement, se situe dans le passage d'une économie dont les acteurs sont des producteurs et des consommateurs, l'ancienne économie, à une économie de contributeurs. Pour Stiegler, l'artiste est le rempart contre la poursuite du délabrement de l'ancienne économie, parce qu'il serait le vrai contributeur au bien public quand il n'est pas instrumentalisé. Son pouvoir, il le tire du caractère intellectuel de son activité. Donc là, ça fait partie des caractéristiques qui reviennent. Comme le scientifique et le penseur, l'artiste, nous dit Stiegler, ne produit pas des choses, mais il est capable de voir avec intelligence et donc de prévoir l'avenir. Cette fois, c'est donc l'intervention de l'artiste qui le rend exceptionnel, mais paradoxalement, cette intervention n'est guère définie avec précision, et elle se noie finalement dans toute activité de l'esprit.
c'est bien parce que l'activité de l'artiste se déploierait uniquement dans le champ de l'esprit, par opposition à la corporéité de la consommation et de la production, qu'il serait l'éventuel guide pour une nouvelle société. On retrouve donc d'une part la dichotomie entre matériel et immatériel, bien qu'elle ne soit pas formulée ainsi, qu'il y a dans le rapport Lévy-Jouyet, et d'autre part la qualification ontologique de l'activité artistique comme créative et intellectuelle. Or, cette fascination, c'est là le cœur de mon propos, cette fascination pour la façon dont les artistes travaillent bizarrement ou ne travaillent pas, est au cœur de la promotion de la figure artiste au XIXe siècle. On est à une époque où le jugement poétique et esthétique a été renvoyé à la sphère privée de l'intime, c'est cette idée d'autonomie de l'art, et du coup, c'est moins à son œuvre qu'à son attitude que l'on reconnaît et que l'on désigne et qu'on institue l'artiste. Il y a dans ce décentrement quelque chose de paradoxal, puisqu'il conduit à l'autonomisation, voire la marginalisation de l'art et de l'artiste par rapport au monde économique, sur des critères qui me semblent précisément d'une universalité stupéfiante, à savoir le lien indéfectible entre l'individu et son travail et le produit de son travail, ou pour le dire différemment, la reconnaissance dans tout acte humain de la production de soi par le travail. Ouais. En effet, comment comprendre que l'artiste apparaisse aujourd'hui comme la figure de proue d'une nouvelle économie de la contribution alors qu'il a pu passer pour celui qui ne contribuait pas à l'économie par le passé? C'est sur cette notion voilà, le point commun entre l'artiste, le penseur et le scientifique est que leur activité relève de ce que les premiers économistes libéraux ont appelé le travail non productif. Il semblait à ces hommes difficile de définir une chose aliénable qui serait le produit de leur travail, vendable et consommable, et donc intégrale à l'économie définie comme production-consommation. Après Adam Smith, Jean-Baptiste Say, lui, plus audacieux, on va dire, affirme qu'il n'est toutefois pas impossible de le faire et qu'il suffirait de s'affranchir de la matérialité supposée des choses et de s'autoriser à penser une production immatérielle. Déjà chez Jean-Baptiste Say. Ainsi, un saut dans l'abstraction permettrait d'intégrer toutes les activités sociales dans le cadre du paradigme du travail productif. Et donc, toutes les activités sociales seraient susceptibles d'être intégrées au paradigme marchand. L'hypothèse de production immatérielle permettait ainsi au XIXe siècle d'élargir la règle à l'exception. Ce que Stigler propose donc ici est de réaffirmer l'exception. L'artiste, le penseur et le scientifique ont des activités pas comme les autres, parce que leur effectivité est une contribution qui échapperait au couple binaire production-consommation. À mon avis, entre l'appel de Stigler et le rapport Lévy-Jouyet, ce ne sont pas les catégories qui diffèrent, et c'est un peu le problème, mais simplement le sens de l'histoire qui s'oppose. Faut-il travailler à l'intégration de l'exception artiste à la règle, ce que permet la réactivation de la notion de propriété immatérielle, production immatérielle, comme ça a été le cas au XIXe siècle, ou au contraire passer l'exception à la tête de la société et lui demander de donner la nouvelle norme, de voir pour les autres, parce qu'elle est exception. Dans les deux cas, non seulement on voit se rejouer les oppositions entre libéraux et saint-simoniens du début du XIXe siècle, mais encore l'hypothèse initiale qui consiste à faire de l'artiste une exception, au moins dans un stade passé ou antérieur de l'économie, n'est jamais remise en cause. Elle est même au fondement de tout ce raisonnement. C'est parce qu'il a été inventé comme marge que l'art peut aujourd'hui être désigné comme un recours nouveau, révolutionnaire. Il me semble que dans les deux cas, la marginalisation passée ou l'exhibition actuelle du travail artistique, c'est le travail de l'art comme art, l'intervention de l'artiste dans la société qui est occultée. C'est-à-dire la possibilité que l'art offre aux spectateurs de juger à blanc, d'exercer un esprit critique sur les cadres et les catégories de notre société. Cette critique possible de l'économie politique par l'art est bien une action artistique de représentation. Il s'agit d'interroger une vision de l'homme et de son activité en proposant un décalage, une mise à distance, en la donnant à voir comme objet de jugement. Ce serait là un intérêt pour l'activité des artistes qui ne passe pas par une recherche abstraite de ces caractéristiques supposées exceptionnelles qui, on l'a vu, se noient dans finalement tout travail humain, mais au contraire un effort de caractérisation de son contenu, un intérêt pour son intention significative. Ce qui justifie donc le deuxième temps de mon explication, qui est plus court, je vous rassure. Oui, d'accord. Et donc, qui s'intéresse eh bien, à trois spectacles qui ont mis, dans le temps de la crise, au cœur de leur sujet d'artiste, justement, cette crise du monde du travail. Alors que
théâtre s'empare d'une actualité ou d'un contexte social, politique et économique n'a rien d'étonnant, mais toutefois, on peut souligner que cet intérêt du théâtre pour le monde du travail est lié à une crise, comme si c'était la crise qui rendait visible un monde oublié pendant ce qui serait un temps normal, un temps pendant lequel l'art n'aurait pas besoin finalement de s'occuper du monde du travail, puisque tout fonctionnerait correctement. Il convient d'ailleurs de s'interroger sur la formulation « monde du travail », qui est récurrente pour désigner l'objet dont traitent ces spectacles, dans les prospectus promotionnels également. En effet, l'idée même qu'un spectacle traite en temps de crise, et c'est une exception du monde du travail, et que ce soit cela exceptionnel, suppose qu'en temps normal, le théâtre, auteur, acteur, spectateur évolue dans un ailleurs du monde du travail. Cette rhétorique de l'ailleurs révèle en quelque sorte le point de vue à partir duquel la question de la crise économique est traitée dans ces spectacles. L'art, le théâtre en l'occurrence, est présenté comme un moyen de montrer ce qui serait caché, de témoigner, de révéler ce qui serait tu en temps normal. Et le témoignage caractérise, cette attitude témoignage caractérise l'attitude des artistes dans les 3 œuvres que j'aimerais étudier, à savoir une pièce de Michel Vinavert, Par-dessus bord, qui a été d'ailleurs créée dans le premier choc pétrolier, y compris dans un cadre de crise, et recréée l'année dernière, en 2008, je crois, dans le cadre de la nouvelle crise. Un deuxième spectacle qui s'intitule Sous la glace de Falk Richter, et enfin un troisième spectacle, Base 11-19 de Guy Alouchery. Dans les 3 cas, on a une attitude de témoignage de l'art considéré comme un extérieur du monde du travail sur la crise. Le témoignage, dans la pièce de Vinavert, on a un personnage, Passemar, qui est un double de la figure de l'auteur, qui a été lui-même, Vinavert d'ailleurs, qui a travaillé comme cadre dans une grande entreprise et qui, par le théâtre, propose d'être cet entre-deux, ce passeur, il s'appelle Passemer, entre le monde du travail, supposé du travail, et le monde de l'art, qui est vraiment désigné comme un extérieur. Dans le spectacle de Sous la glace de Falk Richter explique qu'il a la matière de ses répliques est tirée d'un documentaire où on interviewe des managers de la vie économique, et donc il explique qu'il a travaillé sur ce matériau. Donc on témoigne sur un témoignage. Et enfin, le spectacle de Guy Alouchery propose aussi de témoigner quelque part donc c'est un spectacle qui a été créé dans une zone industrielle désastrée, et l'idée c'est de travailler avec des témoignages d'ouvriers mis au chômage ou à la retraite par la crise économique. À première vue donc, on a 3 spectacles qui posent le travail comme une chose extérieure à la séance théâtrale. Or, il est évident que le travail est toujours déjà là. Il n'existe pas un monde du travail, il y a un monde qui existerait en deçà, au-delà ou à côté du travail. Comment donc s'articule le travail qui est exhibé comme révélé, témoigné en crise, et le travail qui est cependant toujours déjà là dans la séance de théâtre? Comment s'articule le travail en acte des artistes et le travail passé de l'auteur et le travail des autres, qui est celui qui est désigné? Dans Par-dessus bord, il me semble intéressant de constater que le travail du comédien est comme enfermé dans le travail passé de l'auteur. Contrairement à Chatterton, que tu connais bien, Geneviève, le personnage de l'auteur dans cette pièce n'écrit pas pendant la pièce. Il n'est pas au travail, ni comme auteur, ni comme cadre. Il observe, il raconte, il commente, soit ce qui est désigné comme le monde du travail, soit la pièce qu'il a écrite, plus exactement. Le comédien, donc, comme travailleur, au moment de sa performance, n'a pas à jouer un personnage au travail. Il imite quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui a travaillé, et c'est l'auteur. On a donc une emprise de l'auteur sur ce spectacle, qui a beau être tourné en dérision par différents phénomènes que je vous passe, est extrêmement, et même d'autant plus puissante. Si le texte donc se donne, quand on le lit, comme un témoignage du monde du travail par un homme qui voit dans la littérature, dans l'art, le moyen d'y échapper, d'y survivre, et même la nécessité de le quitter. Or, ce qui est intéressant au théâtre, c'est que le spectacle, à partir du moment où il est mis en scène, met à distance ce texte et nous propose de l'interroger. Ce qui fait que d'un seul coup, le spectacle exhibe l'angoisse d'un homme qui ne sait pas quand il travaille et qui ne sait pas ce qu'est son travail, en fait. Si le travail d'un auteur dramatique est de proposer des actions à imiter, cette pièce est curieusement dépourvue d'actions de travail. Conversation, commentaires, crise cardiaque, complot du fils, on a affaire à une tragicomédie dans la dramaturgie tout à fait traditionnelle.
Et il s'agit donc simplement de montrer comment, dans l'entreprise, tout se passe comme dans le théâtre et comme dans la littérature. Renversement frappant de l'intention affichée, c'est bien la littérature, le théâtre comme monde existant avec ses codes et ses règles qui sont en fait révélés au cœur du monde du travail. Dans cette tautologie, on observe la circularité du cheminement Vinaver-Pasmer, qui ne sait pas où il se trouve et demande finalement aux comédiens, aux spectateurs, de juger pour lui de sa place au théâtre ou dans l'entreprise. Je vous remercie, c'est vraiment pas cool. Je voudrais quand même... Alors, en conclusion, on triche en fait, on fait sa troisième partie dans la conclusion. Le spectacle de... Je veux dire, alors bon, le spectacle de... Voilà, courte. Le spectacle de Falk Richter obéit un peu différemment, mais lui, on retrouve aussi une dramaturgie sous couvert d'exceptionnalité, qui est celle de l'imposture, c'est-à-dire le comédien joue en fait le manager, et donc il a une figure du double comédien que dans la comédie, et on retrouve une même circularité d'un théâtre qui n'arrive pas à sortir de lui-même, et au moment où il veut montrer le monde du travail comme extérieur, se retrouve à exhiber une situation dramaturgique d'imposture tout à fait traditionnelle. Et il me semble que le troisième spectacle que j'aurais aimé évoquer, celui de Guy Alouchery, au contraire, lui propose aux spectateurs d'articuler un travail des comédiens qui est un travail d'acrobate, en fait, directement, où l'effort n'est pas masqué, où l'art n'est pas là pour masquer ou révéler des choses occultées, mais on a un travail en acte qui s'exhibe, qui est le travail des acrobates, et à côté, le témoignage des ouvriers du coin, qui est désigné comme témoignage. C'est-à-dire il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'imitation, justement, du travail ouvrier, mais il y a une mise en relation d'un travail ouvrier disparu, qui est ostensiblement montré simplement comme acte de témoignage, qui n'est plus que discours, et qui est mise en relation avec un travail en acte du comédien, qui est pure performance d'acrobatie, en fait. Je trouve que c'était une chose intéressante. Bon, en coupant comme ça, c'est un peu difficile de terminer. En fait, ce que j'aurais voulu vous montrer, ou ce que j'espère peut-être vous avoir montré, c'était l'intérêt qu'il y avait à remettre en cause, au moins sur le plan théorique, le postulat de l'autonomie de l'artiste. Il me semble que dans le cadre d'une critique de l'économie politique, ça permet d'exercer justement une critique assez lourde contre le mythe du marché du travail qui suppose une distinction entre l'acte de production et l'objet produit. Et dans le cadre des analyses esthétiques, appréhender l'art comme une activité sociale au travail permet, à mon avis, de réactiver la fonction critique de l'art au sens de mise à distance des catégories de notre société. C'était un peu le projet, manifestement un peu ambitieux en 20 minutes, que je m'étais donné. Merci beaucoup. Merci.